Très exactement, 16h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Des nouvelles de Bernard Tapie et son épouse. Ils ont été violentés cette nuit. C'est un cambriolage à leur résidence qui a mal tourné. 4 malfaiteurs les ont molestés, ligotés. Lui a même reçu un coup de matraque. Le maire de la commune est notre invité dans un instant. Top départ de la généralisation des mesures de freinage de l'épidémie de Covid-19. Après les 19 premiers départements, c'est aujourd'hui qu'elles s'étendent à toute la métropole. 4 semaines sous cloche au moins pour un début de sortie de crise sanitaire qu'Emmanuel Macron espère pour la mi-mai. Est-ce réalisable? Élément de réponse dans un instant avec les explications d'Imad Kanso, infectiologue à Paris, à Clamart. Partager les vaccins avec les pays les plus pauvres et surmonter les retards dans la distribution. C'est l'appel du pape François dans son traditionnel message de Pâques. Les messes ont bien eu lieu depuis ce matin chez nous en France, contrairement à l'an passé. L'affaire est telle que même le président de la République a téléphoné à Bernard Tapie pour prendre de ses nouvelles. Lui et son épouse ont été cambriolés cette nuit. Ils étaient présents et ont été molestés par 4 malfaiteurs. Image ici des véhicules justement qui sortent de leur résidence secondaire de Comblaville en Seine-et-Marne, dont on retrouve le maire. Bonjour Guy Geoffroy, vous êtes le maire LR de Comblaville. Comment vont les époux Tapie ? Bonjour. Je les ai vus il y a une vingtaine de minutes avant qu'ils ne quittent leur domicile de Comblaville. Je les avais déjà rencontrés ce matin. Ils vont le moins mal possible compte tenu de ce qui leur est arrivé cette nuit qui est particulièrement sauvage et compte tenu pour ce qui concerne Bernard Tapie de son état de santé qui par ailleurs, on le sait, est fragilisé depuis quelques années par la maladie. Ils ont pris à tout point de vue, que ce soit physique ou psychologique, un violent choc cette nuit, mais ils tiennent le coup, bien qu'étant à la fois en colère et là, après cette journée où bien évidemment la police, la famille, tous ceux qui s'empressent autour d'eux pour leur demander des nouvelles et pour leur parler, tout ça bien sûr ne peut qu'ajouter à la fatigue qui fait suite à un tel événement scandaleux. Vous le disiez, ils ont quitté il y a un instant leur résidence de Comblaville. Que se passe-t-il actuellement sur place ? À part que je suis en train de vous parler, pas grand-chose. Il se passe vous, rien, là, on voit qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement probablement parce que depuis ce matin, la police judiciaire qui a été saisie de l'enquête est à l'ouvrage et que je suppose qu'elle ne va rien laisser au hasard, ce qui est tout à fait normal, et qu'elle va tout faire pour recueillir le maximum d'éléments et d'indices permettant de mettre la main sur ces 4 individus qu'il va falloir, je l'espère, rapidement coffrer comme ils le méritent. On apprend par une source proche de l'enquête à BFM TV que les malfaiteurs étaient bien cagoulés. Que vous a dit Bernard Tapie? Vous les avez vus il y a encore 20 minutes. Que vous a dit également son épouse? Ce qu'ils m'ont dit, bien sûr, ils m'ont raconté ce qui leur est arrivé sans rentrer dans tous les détails, mais avec suffisamment d'éléments pour inspirer l'horreur. Et ils m'ont surtout fait part, bien sûr, de leur profonde colère devant des événements qui les frappent ainsi. Ils sont choqués et en colère, ce qui est tout à fait naturel et que je pense chacun d'entre nous pourrait ressentir également dans de telles circonstances. Peut-être sur la base de ce que vous ont dit les époux Tapie, avez-vous le sentiment que l'agression de cette nuit était personnellement dirigée envers eux, qu'ils étaient ciblés ? Je suis bien incapable de vous le dire. On ne peut être à ce niveau qu'au plan des supputations. Il est clair que beaucoup de gens ici à Comblaville et aux environs savent que la famille Tapie vient résider ici surtout le week-end depuis plus de 20 ans. De là à affirmer, parce que je n'en ai aucun élément, donc je ne le ferai pas, qu'il y a un lien direct de cause à effet entre l'agression et l'identité des victimes et donc ce qui pourrait avoir motivé les malfaiteurs, je ne peux pas du tout me hasarder sur ce chemin.
Alors pour revenir à ce que vous avez vu, à ce qu'ils vous ont dit, Guy Geoffroy, on connaît leur âge, on connaît aussi l'état de santé de Bernard Tapie. Est-ce que vous avez l'impression que ce qu'il s'est passé cette nuit, ça les a affaiblis ? Affaiblis au point qu'une réelle différence soit visible par rapport à la dernière fois où je les ai vus il y a une dizaine de jours. Non, Bernard Tapie, il est valide, il est vaillant, il se déplace tout à fait normalement, son épouse aussi. Bien sûr, il est marqué à la fois par la maladie et par ce qu'il a vécu comme son épouse cette nuit. Que ça leur ait mis dans tous les sens du terme un coup, oui, bien sûr, mais très sincèrement, je les trouve bien sûr là de cette journée après ce qu'ils ont vécu cette nuit, donc fatigués physiquement comme tout le monde le serait à leur place, mais affaiblis de manière très aggravée par rapport à ce que je sais de son état de santé, ça n'apparaît pas. Vous savez, Bernard Tapie, c'est quelqu'un qui résiste, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas abattre. Là, il est choqué et très en colère. Forcément, les faits qui se sont déroulés cette nuit ont une forte résonance médiatique. Est-ce que dans votre commune de Comble-la-Ville, il y a déjà eu des cas de cambriolage similaires, d'agressions similaires auparavant ? Jamais. Vous savez, je suis maire de cette commune depuis 26 ans. Il y a malheureusement, comme dans beaucoup de communes, des cambriolages de temps en temps et c'est bien évidemment regrettable. Mais une telle violence, une telle sauvagerie, jamais. Jamais. C'est la première fois en plus d'un quart de siècle que nous vivons une telle situation sur notre commune. Merci beaucoup Guy Geoffroy d'avoir été notre invité sur BFM TV pour ces dernières informations concernant l'état de Bernard Tapie et son épouse, donc victime d'un cambriolage qui a mal tourné cette nuit dans leur résidence secondaire de banlieue parisienne. Mélanie Bertrand du service police-justice. Il y a une enquête qui a commencé. Que sait-on pour l'instant ? On sait que les policiers de la police technique et scientifique sont arrivés très tôt ce matin, dès qu'ils ont été alertés des faits, pour procéder aux premières constatations, relever s'ils en trouvent sur place de l'ADN. Il y a aussi un gros travail d'audition qui est fait des victimes à la fois et aussi de l'environnement proche, des voisins, pour savoir s'il y a des véhicules suspects qui ont été repérés ces derniers jours, si des personnes aux alentours de cette maison auraient pu faire des repérages. Il y a l'exploitation des caméras de vidéosurveillance aussi, qui est un point très important, si la maison en est fournie, mais aussi les caméras qui sont peut-être installées dans les rues adjacentes et qui pourraient permettre de livrer des éléments importants aux enquêteurs. Ce que l'on sait désormais, c'est que c'est la JIRS de Paris qui est saisie. La JIRS, c'est la juridiction interspécialisée de Paris. Cela veut dire que ce sont des magistrats spécialisés dans la lutte contre la criminalité organisée et qui ont l'habitude de travailler sur des affaires complexes qui sont désormais saisis de ce dossier. Le parquet de Melun s'est dessaisi au profit du parquet de Paris, puisque c'est donc la JIRS de Paris qui est saisie et qui ouvre une enquête pour 3 chefs pour vol en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs. L'enquête en elle-même, elle est confiée également à la police judiciaire de Versailles. Merci Mélanie, vous restez avec nous. La violence forcément de ces agressions a laissé les habitants de cette commune de Seine-et-Marne à Comble-la-Ville sous le choc et incrédules. On va partir dans le centre de Paris pour cette image en direct qu'on vous propose sur BFM TV. C'est l'ambulance qui arrive, celle qui est partie il y a quelques minutes de leur résidence secondaire cambriolée cette nuit. Anthony Lebos, vous êtes sur place. Ouais, c'est ça. Tout à fait, le couple Tapie qui regagne à l'instant son domicile parisien. Vous le voyez sur ces images, Hugo Dorsemène, dans cette ambulance qui est escortée en fait par 6 motards de la police nationale. Cette ambulance qui va donc pénétrer dans cette résidence du centre de Paris. Il y a également quelques membres de l'entourage du couple Tapie qui accompagnent le cortège. Ils sont rentrés un petit peu avant l'arrivée de cette ambulance. L'ambulance, voilà, vous le voyez sur ces images qui va peu à peu rentrer au sein de cette résidence. On le sait, le couple Tapie est encore extrêmement choqué par ce qu'il s'est passé cette nuit. Ils ont été violentés dans la nuit, vers minuit 30, dans leur domicile secondaire à Comble-la-Ville en Seine-et-Marne. 4 malfaiteurs cagoulés sont entrés chez eux par une fenêtre du premier étage par effraction. Ils ont surpris le couple
dans son sommeil. Bernard Tapie et son épouse ont été molestés, frappés, ligotés avec des câbles électriques. Bernard Tapie a reçu un coup de matraque sur la tête. Son épouse a été tirée par les cheveux et les voleurs se sont ensuite enfuis avec le butin des montres et des bijoux. Après la fuite, l'épouse de Bernard Tapie a réussi à se défaire de ses liens. Elle parvient à se rendre chez une voisine pour se réfugier. Elle donne l'alerte et ensuite les pompiers et la police arrivent sur place. Vous le voyez sur ces images, l'ambulance qui arrive avec le couple Tapie. Le couple Tapie qui est donc resté plusieurs heures au domicile secondaire de Comble-la-Ville, entouré de leurs proches. Le président de la République, Emmanuel Macron, a aussi appelé Bernard Tapie pour lui témoigner de son soutien. Et vous voyez sur ces images en direct, donc l'ambulance qui pénètre à l'intérieur de la résidence principale parisienne du couple Tapie. Ils vont donc rejoindre leur domicile. Pour ces images, Anthony Lobos avec Hugo Dorsemène dans le 6e arrondissement de Paris, à la résidence principale des époux Tapie qui... supposément, en tout cas on le pense, sont dans cette ambulance. C'est à confirmer. En tout cas, voilà, on voit ces véhicules qui ont quitté bel et bien la résidence de Comble-la-Ville il y a quelques minutes, une vingtaine de minutes, pour arriver maintenant à Paris. Mélanie Bertrand, cette agression violente, on le rappelle, alors que la santé de Bernard Tapie est très fragile. Il est atteint d'un double cancer. Oui, effectivement, on sait que Bernard Tapie lutte depuis 2017 contre un double cancer à la fois de l'estomac et d'œsophage. On l'a vu très affaibli, notamment lors de ses dernières apparitions au procès que l'on a récemment suivi. Ce que l'on sait, c'est qu'il devait être rejugé en appel en octobre dernier dans l'affaire Adidas. Il avait été relaxé en première instance, mais il y avait un appel. Sauf que son état de santé s'était dégradé et donc ses avocats avaient demandé à ce que cette audience soit reportée. L'audience a été donc fixée au 10 mai prochain et on verra si l'agression de cette nuit a pu éventuellement laisser des séquelles et faire en sorte que cette audience soit de nouveau reportée. Mais Bernard Tapie, effectivement, a été frappé cette nuit et ligoté ainsi que son épouse. Juste un mot, Mélanie Bertrand, pour décrire l'image que l'on voit, c'est la fille donc de Bernard Tapie qui arrive à leur domicile. On a vu, c'est toujours un clan assez soudé qu'on a vu ensemble partir de cette résidence secondaire où ils étaient il y a quelques minutes. Comment ça s'est passé? Comment la police a-t-elle été alertée cette nuit? C'est une voisine qui a donné l'alerte en premier, une voisine chez qui s'est réfugiée Dominique Tapie, l'épouse de Bernard Tapie. Le couple, je vous le disais, a été ligoté le temps que les malfaiteurs dérobent des bijoux et 2 montres. Et quand ils sont partis, l'épouse de Bernard Tapie a réussi à enlever ses liens et à se réfugier donc chez une voisine qui a donné immédiatement l'alerte. Il y a aussi l'alarme de la maison qui a sonné et qui a alerté les policiers. Très rapidement, pompiers et policiers sont arrivés sur place pour à la fois les prendre en charge, bien sûr, mais aussi démarrer immédiatement l'enquête avec les éléments les plus frais, faire des prélèvements ADN et voir s'il y avait des éléments à saisir sur place. Et depuis donc ce matin, cette enquête, elle est ouverte sous la houlette de la DRPJ de Versailles. Et le parquet de Paris est désormais saisi avec des magistrats spécialisés qui vont travailler sur cette enquête. Merci beaucoup, Mélanie Bertrand, pour ces dernières précisions et donc ces images que vous avez vues à l'instant du domicile parisien de la famille Tapie, qui ont regagné les époux molestés cette nuit à Comble-la-Ville, rejoints par leur fille notamment. Dans l'actualité également à Béziers, ces 5 femmes interpellées la nuit dernière par crainte d'une action violente imminente. Dans les faits, une seule intéressée, les enquêteurs de la Direction générale de la sécurité intérieure. Elle a 18 ans, jamais condamnée pour terrorisme. Sur place, les policiers ont découvert des produits pouvant entrer dans la composition d'explosifs. Tout ça en cours d'exploitation, mais pas d'armes. 5 femmes donc en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour association de malfaiteurs terroristes. On en vient à présent à l'actualité sanitaire, si je puis dire, avec l'entrée en vigueur depuis hier soir, 19h, des nouvelles restrictions à l'ensemble du territoire métropolitain, en tout cas en France. Ça va durer pour au moins 4 semaines. Normalement, nous dit-on au sein du gouvernement, on va retrouver Anaïs Rout à Poitiers, dans la Vienne, qui fait partie de l'un de ces nouveaux départements à connaître ces restrictions, avec un certain nombre de règles désormais à appliquer.
Fini le shopping en boutique puisque les commerces non essentiels ont donc baissé le rideau depuis hier soir 19h dans toute la France. À partir de la semaine prochaine, eh bien, ce seront au tour des établissements scolaires de fermer leurs portes pendant au moins 3 semaines. Et enfin, les déplacements sont limités sur l'ensemble du territoire. En clair, tout va dépendre de votre destination, vos horaires ou vos motifs. En clair, en journée, avant 19h et dans un périmètre de 10 km, eh bien, vous pourrez circuler librement avec un justificatif de domicile. En revanche, après 19h ou encore au-delà des 10 km, si vous voulez vous rendre dans le département voisin, par exemple, eh bien, il faudra être muni de la nouvelle attestation dérogatoire qui a été mise en ligne hier soir sur le site du ministère de l'Intérieur. Une attestation simplifiée avec 8 justifications possibles, comme un déplacement professionnel pour se rendre à son travail, par exemple, ou encore se déplacer pour aller faire garder ses enfants. Alors, si vous n'avez pas tout retenu, sachez qu'une tolérance sera appliquée durant tout le week-end de Pâques jusqu'à lundi soir. De quoi s'organiser pour ce nouveau confinement qui va durer au moins tout le mois d'avril. Anaïs, c'est moi où il n'y a personne derrière vous. Comment ces règles sont assimilées à Poitiers où vous vous trouvez ? Alors on a croisé quand même un petit peu de monde ce matin, des Poitevins qui sont venus prendre l'air, profiter du soleil, et vous allez le voir, pour ceux que nous avons interrogés avec Alexia Ferré, eh bien tout n'était pas très clair. Écoutez-les. Je regarde ce qui me préoccupe moi par rapport à comment on fait pour sortir, à quelle heure et tout. Mais j'avoue que les règles dans le détail, je ne vais pas forcément chercher dans le détail, parce qu'en fait ça me déprime un petit peu quoi, d'aller voir tout ça, de me dire tout ce qui se passe autour. Donc j'essaie de rester un peu dans ma bulle pour éviter de trop déprimer quoi. Pour moi ça ne sert à rien complètement. Là ça fait 1 an qu'on est dans ce problème de Covid. Pour moi il faut vivre avec. On est tous un petit peu dans le vague, donc on en a ras-le-bol, ça c'est sûr. Mais bon, on essaie de tenir le coup le mieux possible. En tout cas, même si les avis sont très partagés sur l'utilité de ces mesures 1 an après le premier confinement, eh bien tous espèrent pouvoir revenir à un semblant de vie normale à l'issue de ces 4 semaines. 4 semaines de restrictions sanitaires sur tout le territoire qui pourraient donner lieu à des rouvertures d'ici la mi-mai. C'est ce qu'avait annoncé mercredi soir Emmanuel Macron dans son allocution. Si le rythme de la vaccination, évidemment, le permet aussi, l'horizon de sortie de crise est-il crédible, réaliste ? Plusieurs scientifiques expriment leur scepticisme et une certaine réserve également est perceptible chez certains membres du gouvernement. On est toujours obligé d'avoir un adverbe de prudence depuis le début de cette crise, donc, mais c'est une petite prudence, si je peux dire. Nous nous programmons vraiment pour rentrer le 26 pour les élèves des écoles primaires et le 3 pour ceux de l'enseignement secondaire physiquement, étant bien entendu que ceux de l'enseignement secondaire, dès le 26, auront de l'enseignement à distance aussi. En plateau avec nous, Anne-Sora Dubois du service politique de BFM TV. Il n'y a pas que Jean-Michel Blanquer qui soit assez prudent, va-t-on dire. D'autres membres du gouvernement ont aussi exprimé leurs réserves aujourd'hui. Oui, depuis ce matin, effectivement, et tout portait précisément sur ce fameux adverbe que vous avez utilisé, le fameux « normalement », qui est un peu un équivalent du « à ce stade », la version sémantique politique. La question qui avait été posée à Jean-Michel Blanquer, ministre donc de l'Éducation nationale, c'est la date de retour à l'école sera-t-elle tenue ? Il a répondu « normalement ». On lui a reposé la question « normalement ». Et c'est là qu'il a rajouté effectivement « normalement ». Il faut toujours rajouter cet adverbe de prudence. Au même moment d'ailleurs, Bruno Le Maire, ministre de l'économie au grand jury, lui aussi interrogé sur cet horizon de 4 semaines. Est-ce que ça ne va durer que 4 semaines ? Réponse de Bruno Le Maire, je ne prendrai pas d'engagement sur le calendrier, mais oui, on sait que c'est une question de semaine. Vous voyez bien cette difficulté, en tout cas, de valider et de dire spécifiquement, de verbaliser cet horizon des 4 semaines. Alors on comprend pourquoi il y a une prudence légitime et naturelle de la part du gouvernement. Souvenez-vous du premier confinement, il a été prolongé 2 fois en réalité. Et puis surtout, étant donné l'horizon extrêmement mouvant de la pandémie avec les variants et également aussi l'influence du comportement de certains Français, l'émergence d'autres variants, il peut toujours y avoir des évolutions dans la façon dont les épidémiologistes perçoivent l'évolution des courbes, et surtout le gouvernement ne veut pas se dédire. C'est surtout ça la première prudence. C'est toujours un peu la quadrature du cercle, essayer de donner des perspectives et en même temps surtout ne pas avoir à un moment ou à un autre à dire qu'on s'est trompé. Et puis surtout, si on
regarde, si on écoute les propos qui ont été tenus par un autre ministre, le ministre de la Santé précisément, Olivier Véran, lui, il dit aussi que le pic des contaminations devrait être atteint la semaine prochaine. En revanche, le pic des réanimations, puisqu'on sait qu'il y a toujours un décalage entre le moment de la contamination et le moment de l'arrivée en réanimation, eh bien le pic des réanimations, il devrait être atteint fin avril avec un seuil de 10 000 patients en réanimation, soit 3 jours avant la rentrée des classes qui a été fixée par le gouvernement. On sait que traditionnellement, évidemment, on ne rouvre pas la totalité du pays au moment précis où on atteint le pic en réanimation. Il faut toujours attendre de voir si la décrue se confirme bien. On comprend mieux la prudence dans la voix de ces ministres. Voilà pour les règles, encore faut-il les respecter. Il y a une séquence qui fait pas mal parler, buzzer, comme on dit, ça a commencé sur les réseaux sociaux à la suite de ce reportage diffusé sur M6. Il s'agit d'une soirée clandestine organisée à Paris, de haut standing, et l'un des protagonistes du reportage assure avoir dîné dans ce genre de restaurant clandestin, notamment avec des ministres. Gérald Darmanin a réagi. Regardez son message à la suite du reportage de M6. J'ai demandé au préfet de police de Paris de vérifier l'exactitude des faits rapportés afin, s'ils sont vérifiés, de poursuivre les organisateurs et les participants de ces dîners clandestins. Des participants donc, à en croire un homme interrogé dans ce reportage, qui pourraient être des ministres pour certains. L'une des ministres a réagi, elle n'est pas mise en cause directement. Elle a dit, c'est Marlène Schiappa, si des ministres ou des députés ont enfreint les règles, il faut qu'ils aient des amendes et qu'ils soient pénalisés comme n'importe quel citoyen. Fin de citation. Marlène Schiappa qui hier était à l'église Saint-Sulpice à Paris pour rassurer la population à l'approche des fêtes pascales que tous les lieux de culte seraient protégés dans ce contexte de menaces terroristes qui perdurent en France, et donc en sécurité et dans le respect du dispositif sanitaire strict que se tient aujourd'hui la messe de la veillée pascale. Ici, vous le voyez toujours à l'église Saint-Sulpice aujourd'hui. L'an dernier, en plein premier confinement, les célébrations n'avaient pas pu être autorisées. Dimanche de Pâques, avec un impact toujours tout particulier, bien sûr, au Vatican, où le pape François a adressé son message Urbi et Orbi à la ville et au monde. Et il a notamment été question des vaccins qu'il faut partager avec les pays pauvres et le plus vite possible. La correspondance de Blandine Hugonnet. Le pape François qui a lancé cet appel fort à l'action en faveur des vaccins, appel adressé aux dirigeants du monde entier, un appel pour que les nations se mobilisent ensemble dans cette campagne de vaccination contre le Covid-19. Le pape François qui estime que les vaccins constituent un instrument essentiel pour cette lutte contre la pandémie, a-t-il dit. Dans l'esprit d'un internationalisme des vaccins, il exhorte donc toute la communauté internationale à un engagement partagé, ce sont ses mots. Il appelle à surmonter les retards de leur distribution et à favoriser leur partage, notamment avec les pays les plus pauvres. Le pape François qui lance aussi un appel, un message d'espérance en ce dimanche de Pâques pour toutes les catégories qui ont été touchées, frappées par cette pandémie et les restrictions qui vont avec, les malades, les soignants, les plus démunis, ceux qui ont perdu un emploi et les jeunes également, alors que la pandémie court toujours encore, a dit le pape François, et la crise sociale et économique est encore très lourde. Ce sont aussi ces mots, voilà son message pour cette Pâques 2020, partager les vaccins avec les pays les plus pauvres. Et en France, chez nous, comment vraiment accélérer la cadence dans cette lutte contre le Covid quand l'exécutif affirme que tout le monde est déjà pleinement mobilisé? Eh bien, peut-être en mettant les militaires à contribution. Ils sont de nouveau disposés pour intensifier la campagne de vaccination. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Armées. Dès mardi, nous déploierons des centres militaires de vaccination dans 7 hôpitaux d'instruction des armées. Merci au service de santé des armées pour son engagement. C'est ce qu'a écrit Florence Parly sur son compte Twitter. 7 hôpitaux militaires donc mobilisés sur les 8 qui existent en France actuellement. Le ministre des Armées, Florence Parly, a demandé aux armées de se mettre en ordre de bataille pour intensifier encore la campagne de vaccination que nous avions déjà commencé au mois de janvier. Donc très concrètement, au sein de 7 hôpitaux militaires répartis partout sur le territoire, nous allons déployer des centres militaires de vaccination et nous serons donc capables de vacciner à terme 1000 personnes par jour et par hôpital. Donc concrètement, ce seront 50 000 Français qui seront vaccinés chaque semaine par des militaires du service de santé des armées. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, BFM TV vous propose cette enquête long format sur ce qui est devenu un enfer au quotidien pour ces chauffeurs de bus, victimes de menaces, de violences physiques. Chauffeurs de bus, peur sur la ligne. C'est dans un instant sur BFM TV. À tout de suite.